بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers étudiants, donc je vais commencer par rappeler un résultat que nous avons établi dans la première partie qu'on avait enregistrée. C'est cette relation-là. Le moment d'inertie par rapport à l'axe delta des solides est égal U multiplié par l'opérateur d'inertie en haut des solides agissant sur le vecteur U. Alors les hypothèses, c'était le fait que la droite delta de vecteur directeur U passe par l'origine du repère R de base IJK. Donc c'est un résultat que nous avons établi et c'est un résultat extrêmement intéressant. Bien évidemment, cet opérateur, il dépend du point O, parce que dans l'intégrale, vous avez le OM vectoriel, U vectoriel OM. Si on change le point O, l'intégrale va changer. Nous avons montré aussi que cet opérateur d'inertie est une application linéaire et qu'elle est symétrique, et nous avons montré la symétrie de cette application linéaire, donc en utilisant à deux reprises le fait que le produit mixte est un produit qui est invariable par permutation circulaire. Donc là, on va aborder autre chose. Puisque l'application ou l'opérateur d'inertie est une application linéaire symétrique, donc dans une base donnée, dans la base IJK du repère orthonormé direct de l'espace vectoriel, donc on va associer une matrice dans cette base. Et cette matrice va porter le nom de matrice d'inertie. Pour commencer, donc, on considère le vecteur OM qu'on peut écrire sous la forme xi plus yj plus zk. M, c'est un point quelconque appartenant au solide. Alors, ce qu'on va faire, on va faire agir l'opérateur d'inertie sur les vecteurs de base. C'est-à-dire ici, on reste toujours dans l'hypothèse que la droite delta passe par le point O. Bon, I, c'est le vecteur directeur de l'axe X, donc il passe par l'origine O. Donc, on peut appliquer la relation que nous avons trouvée tout à l'heure. Bon, alors, il suffit de remplacer le U par I. Et, bon, la base IJK, c'est une base orthonormée directe. I vectoriel J est égal K, J vectoriel K est égal I, ainsi de suite. Et il suffit d'effectuer ce produit vectoriel, d'abord I vectoriel OM, dont le résultat c'est YK moins ZJ. Et ceci, il faut le multiplier vectoriellement par OM par XI plus YJ plus ZK. Alors, tout calcul fait, donc le résultat final serait l'intégrale de Y2 plus Z2 dm fois I moins l'intégrale de XY dm fois J moins l'intégrale de XZ dm fois K. Alors, on constate que nous avons ici, c'est-à-dire l'intégrale de Y2 plus Z2 dm, c'est tout simplement le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Et les autres termes, c'est-à-dire selon J et selon K, sont des termes d'inertie. Donc, on les note, IXY. Avec IXY, c'est l'intégrale de XY dm, et IXZ, c'est l'intégrale de XZ fois dm. Alors, vous constatez que lorsqu'on fait agir l'opérateur d'inertie sur I, on trouve un moment d'inertie par rapport à l'axe X multiplié par I et deux termes d'inertie. Vous avez dans ces deux termes d'inertie, le X il est toujours présent. Ici, Y on multiplie par J, le Z on multiplie par K. Et de ce fait, donc on peut déduire l'opérateur d'inertie agissant sur le vecteur J. Donc on va trouver un moment d'inertie par rapport à l'axe Y, plus de termes d'inertie, notamment X, Y, I et Y, Z, K. Et la même chose, c'est-à-dire si on fait agir l'opérateur d'inertie sur le vecteur K.
Donc, vous constatez ici, lorsqu'on fait apparaître l'opérateur d'inertie sur le vecteur de base J, vous avez un moment d'inertie par rapport à l'axe Y, vous avez le Y qui est toujours présent dans les termes d'inertie. Le terme d'inertie en XY, donc c'est multiplié par I, le terme d'inertie en YZ multiplié par K. La même chose ici. Donc on constatera que le Z, la troisième composante de OM, est toujours présent dans les termes d'inertie. Moins XZI et ainsi de suite. Donc ça, c'est le résultat final. Alors, dans la littérature, les moments d'inertie du solide par rapport aux trois axes, donc on les note A. A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. B, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OY. C, le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Puis les autres termes sont notés D, E et F. Bah, avec A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OY. B par rapport à l'axe OY. Et C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Le terme d'inertie D, c'est l'intégrale de YZ dm. E, c'est l'intégrale de XZ dm. Et F, c'est l'intégrale de XY dm. Alors, les moments d'inertie sont toujours positifs. À la limite, ils peuvent être nuls. Mais le signe des termes d'inertie peut être positif ou négatif. Bon, alors maintenant, ce vecteur U, qui est vecteur directeur de la droite delta, donc on peut le projeter sur la base I, J, K du repère R. Ces composantes seraient alpha, bêta, gamma, avec alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 est égal à 1. Bon, si on prend le vecteur U comme un vecteur unitaire. Alors, on aura, c'est-à-dire le résultat que nous avons trouvé, le moment d'inertie par rapport à l'axe delta de vecteur directeur U qui passe par l'origine du repère, nous avons trouvé que c'est U multiplié scalairement par l'opérateur d'inertie agissant sur le vecteur U. Donc, il suffit de multiplier, donc le alpha I plus bêta J plus gamma K, et puis l'opérateur d'inertie en haut agissant sur le vecteur U, donc il va agir sur alpha I, sur bêta J et sur gamma A. Alors, donc on peut faire sortir le alpha, le bêta et le gamma, et on fait agir l'opérateur d'inertie sur les vecteurs de base I, J et K, et donc on va exploiter directement les résultats qu'on vient d'obtenir en faisant agir l'opérateur d'inertie sur les vecteurs de base. Donc ça, c'est le résultat de l'opérateur d'inertie lorsqu'on le fait agir sur I. Donc on doit multiplier par alpha, donc ça va être alpha, facteur de A, moins AI, moins FJ, moins EK. Donc ça, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Ça, c'est le terme d'inertie en XY, c'est le terme d'inertie en XZ, plus bêta. Bon, ce sont les résultats que nous avons obtenus. Donc, en prenant en considération ces notations qui sont utilisées dans la littérature, le A, le B, le C pour désigner les moments d'inertie par rapport aux trois axes, et les termes d'inertie D, E et F. Donc, en fin de compte, les moments d'inertie par rapport à l'axe delta, c'est-à-dire lorsqu'on va multiplier scalairement alpha I plus bêta J plus gamma A par le résultat de l'opérateur d'inertie O agissant sur U, donc sur le vecteur U, qui est le vecteur directeur de la delta, on va trouver alpha carré A plus bêta carré B plus gamma carré C. Donc ça, c'est la composante de U selon OX, donc au carré multiplié par le moment d'inertie par rapport à l'axe X. La deuxième composante au carré multipliée par le moment d'inertie par rapport à l'axe Y, plus la troisième composante au carré multipliée par le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Moins 2, bon, c'est le bêta gamma, ce sont les deuxième et troisième composantes multipliées par le terme d'inertie en YZ. Moins 2, alpha gamma, c'est-à-dire la première et la troisième composante multipliées par le terme d'inertie en XZ. Et moins 2,
alpha bêta, c'est-à-dire la première et la deuxième composante multipliée par le terme d'inertie en x, y. Alors, de la relation de l'opérateur d'inertie en haut agissant sur le vecteur U, donc on peut déduire que l'on passe de U à cette opération par une application linéaire représentée dans la base B par la matrice symétrique suivante. Voilà la matrice. Donc ça, c'est la matrice associée à l'opérateur d'inertie dans la base IJK. Donc, dans cette matrice, on retrouve les moments d'inertie par rapport aux trois axes sur la diagonale. A par rapport au X, B c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe au Y, et C c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe au Z, puis les termes d'inertie, donc ici en YZ, en XZ et en XY. Donc les termes d'inertie sont affectés d'un signe moins. Donc là c'est la représentation de l'opérateur d'inertie dans la base de projection. Donc, on peut le représenter par cette base qui est associée à l'opérateur d'inertie dans la base de projection. Alors, si on connaît la matrice, bien évidemment, on pourra déduire facilement le résultat de l'opérateur d'inertie si on le fait agir cet opérateur sur le vecteur U. Donc, il suffit de multiplier la matrice qui est associée à l'opérateur d'inertie par la matrice qui est constituée tout simplement par les composantes du vecteur U, le alpha, le bêta et le gamma. Bon, ça, c'est une matrice 3-3. Donc, on écrit ces composantes sous la forme d'une matrice 3-1. Et puis, le résultat, c'est un vecteur. Donc, c'est une matrice 3-1. Donc, ça, ce sont les composantes de l'opérateur d'inertie OO agissant sur le vecteur U. Donc, pour conclure, il suffit tout simplement de connaître la matrice associée à l'opérateur d'inertie. Il suffit de connaître les composantes du vecteur U, qui est le vecteur directeur de la droite delta passant par l'origine O, donc pour avoir le résultat de l'opérateur d'inertie en O agissant sur le vecteur U. Donc ça, c'est le résultat. Maintenant, pour avoir le moment d'inertie, il suffit de multiplier ce résultat-là scalairement par le vecteur U. Alors, puisque le résultat, c'est une matrice 3-1, donc on va écrire, au lieu de U, on écrit la transposée de U, c'est-à-dire on l'écrit sous forme de ligne pour qu'on puisse multiplier ces deux matrices. Et le résultat, bon, c'est le résultat que nous avons trouvé tout à l'heure, que nous avons démontré. Alors, en utilisant la relation matricielle, c'est très simple. Donc, il suffit de faire le produit de trois matrices. Une première matrice constituée par les composantes de U qu'on écrit sous forme de U, multipliée par la matrice associée à l'opérateur d'inertie, multipliée par les composantes du vecteur U qu'on écrit sous forme d'une matrice 3 fois 1. Alors, dans cette représentation matricielle, l'écriture de I delta est une écriture qui est symbolique et qui présente l'avantage, bon, on dit, de la simplicité et de la commodité. Alors, les étudiants, donc, ils ont souvent tendance à oublier cette relation qui est vraiment très, très importante. Parce que dans les exercices, on vous demande de déterminer la matrice. Vous déterminez la matrice, donc on vous donne une droite qui passe par l'origine des repères avec un vecteur directeur dont on connaît les composantes. Alors, pour calculer le moment d'inertie, il suffit tout simplement de faire le produit de ces trois matrices. Bon, matrice principale d'inertie. Alors, on a constaté que dans la matrice, il y a les moments d'inertie. Bon, c'est A, le B et le C. Il y a trois termes d'inertie qui sont D, E et F. Bon. Voilà les termes d'inertie. Moins D, moins E, moins F, et sur la diagonale, donc vous avez les moments d'inertie. Alors, c'est une matrice qui est déterminée dans la base BIJK. Alors, le repère par rapport auquel donc, on détermine cette matrice sera appelé repère principal d'inertie,
si tout simplement cette matrice-là est une matrice diagonale, c'est-à-dire il y a le A, le B et le C, c'est-à-dire si tous les termes d'inertie sont nuls. Alors on le dit ici, le repère R sera appelé repère principal d'inertie si la matrice est diagonale, c'est-à-dire si les termes d'inertie sont nuls ou les produits d'inertie sont nuls, le D, le E et le F. Et on dira que le repère est un repère principal d'inertie. Ces axes sont les axes principaux d'inertie et la matrice principale d'inertie. Donc, on ajoute le mot principal pour désigner que la matrice est une matrice diagonale et donc le repère aussi, on le qualifie de repère principal d'inertie, ainsi de suite. Alors, examinons les trois cas suivants. Donc, dans le cas où on a une matrice principale d'inertie, c'est-à-dire si nous sommes dans la situation où le A est différent de B, différent de C, alors dans ce cas-là, il existe un seul repère principal d'inertie. Il n'y en a pas deux, un seul. La deuxième situation, lorsque deux parmi les trois éléments de la diagonale sont identiques et différents du troisième. Exemple, A est égal B différent de C. Alors dans ce cas-là, il existe une infinité de repères principaux d'inertie ayant l'axe OZ en commun. C'est-à-dire vous avez une symétrie sphérique. Alors si on considère un cylindre, l'axe OZ, son axe de révolution, donc le moment par rapport à l'axe OZ, c'est C. Alors dans ce cas-là, les axes OX et OY vont jouer exactement le même rôle. Et dans cette situation-là, on va avoir le A est égal à AB. Bon, on va voir ceci de manière concrète lorsqu'on va traiter les exemples à la fin de ce chapitre. Dernière situation, c'est-à-dire lorsque les éléments de la diagonale sont identiques, c'est-à-dire le A est égal à B est égal à C. Alors dans ce cas-là, toute direction passant par O est une direction principale d'inertie. Et tout repère ayant O comme origine est un repère principal d'inertie. Alors on dira alors que l'opérateur est sphérique. On aura une symétrie sphérique, donc ce cas-là va être abordé aussi en exemple à la fin de ce chapitre. Nous examinons les deux cas de symétrie suivantes. Petit a, donc on suppose que le plan X ou Y est un plan de symétrie pour le système. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire si on prend un DM, un point M, autour duquel on construit un élément, alors ce point M, deux composantes X, Y, Z, aura son point qui lui est symétrique. Mais deux composantes X, Y et moins Z. Alors si on s'intéresse au terme d'inertie D et I, X, Z, bon, ce terme d'inertie, c'est X, Z multiplié par DM. Et ce terme, il admet un terme qui lui est opposé. Donc, on résout la symétrie par rapport au plan. C'est le terme dIXZ qui est égal à X moins Z dM. Alors, si on fait la somme de ce terme-là et de ce terme-là, donc on va trouver 0. La même chose, le dIYZ est égal à YZ dM. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire pour le point symétrique, le terme d'inertie en YZ élémentaire, c'est Y moins Z dM. C'est-à-dire si on fait la somme de ce terme-là avec celui-là, on va trouver 0. Mais lorsqu'on va intégrer, bien évidemment, on va trouver 0 en XZ et on va trouver 0 en YZ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le E est égal à 0 et le D est égal à 0. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire tout simplement que l'axe OZ qui est perpendiculaire à ce plan de symétrie qui est le plan XY est un axe principal d'inertie. Un axe principal d'inertie, ça veut dire que tous les termes d'inertie en Z sont nuls. Donc les deux termes d'inertie qui contiennent le Z sont le IXZ et le IYZ, ils sont tous les deux nuls si on a une symétrie du solide par rapport au plan X ou Y. Alors la conclusion, tous les termes d'inertie en Z sont nuls, c'est-à-dire que tout axe perpendiculaire à un plan de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie.